bonsoir à toutes et à tous et merci, chère Florence, d'abord de cette mise en perspective, d'abord de tout le travail que vous avez fait au sein du ministère des Armées. Et puis, là, parce que je vous ai rejoint de là où j'étais, travail que nous avons fait ensemble à partir de la fin 2019. C'est intéressant parce qu'en écoutant Florence parler, au fond, vous avez ce soir deux aspects de ce que nous faisons à Bruxelles. Florence, évidemment, siégeait en tant que ministre des Armées dans le cadre des conseils, et notamment les conseils de défense. Comme tous ses collègues ministres, il y a les conseils, évidemment, de tous les départements ministériels représentés. En tout mon portefeuille, ils en avaient un certain nombre, vous l'avez rappelé tout à l'heure. Et la commission, si l'exécutif, se rappelle, et j'avais dans un instant, a participé également à ces conseils. Mais on était chacun représenté parce que nous avions représenté de là où nous étions. Elle était la ministre française et elle a tenu un rôle formidable, je vais le dire, je verrai tout à l'heure. Toujours présente, très important de ne pas entendre, vous savez, très important de faire entendre ça, quoi. Très important. Je le dis parce que c'est pas assez connu. Et malheureusement, en France, on a encore quelques progrès à faire. De différentes personnes, collègues, mais c'est vraiment très important. La commission, elle, c'est évidemment l'exécutif, et ça n'est que l'exécutif. C'est pas autre chose. Et les traités sont extrêmement clairs. Lorsque je suis arrivé à Bruxelles, moi je suis très modeste, je ne suis qu'un plan B. C'est toutefois souvent le cas dans ma vie. Je ne suis qu'un plan B, donc je suis arrivé en tant que plan B. Donc, et en tant que plan B... Si. Aussi. Oui, mais on a beaucoup de choses que C'est lui la même personne. Voilà, c'est ce qu'on appelle dans le langage Jean-Monnet Morigé, ce qu'on appelle en langage Bonnet-Schumann le trigger. Alors, donc, en tant que plan B, j'ai relu très vite le traité, très clair. Et de toute façon, c'est à savoir exactement quel devait être mon rôle, je ne devais pas être. Alors, mon rôle, j'étais clair, il y a 27 commissaires, je suis bien 27, pas 10. Et ils sont tous chez vous. Là, c'est clair, en effet. Il n'y a même pas de prémus à apparaissent. Et il n'y a pas des super commissaires et d'autres un peu moins. Un commissaire, une voix. Conseil, un ministre, une voix. Un ministre, une voix. C'est pareil. Malte a la même voix que de la France, quand nous discutons. Alors, évidemment, ça, on prend des majorités qualifiées. Vous savez, vous faites référence aux majorités, c'est sans les discussions. Alors, qui nous concerne, en tout cas, à la Constitution, c'est extrêmement clair. Il n'y a pas de majorité qualifiée. Et donc, il n'y a pas non plus de vice-président, exécutif vice-président, ou je ne sais quoi, ça c'est une organisation, et on a ensuite le président ou la présidente qui organise les travaux du collège, et qui est maître de la jambe, ce qui est aussi important. Et donc, j'ai veillé aussi à ce que les prérogatives... Alors moi, j'avais effectivement dans mon portefeuille un sujet qui était nouveau. C'était cette nouvelle direction générale que nous avions créée, ad hoc, qui était la commission qu'on appelait DEFI, c'est-à-dire Défense et Espace. Quand espace, ça c'est bien, on est à peu près, on fait bien les choses, même si on a des relations ensuite avec les autres institutions, on les a, etc., vous les institutions nationales. Mais la défense, c'est beaucoup plus sensible. Et en particulier parce que la défense n'est absolument pas une prérogative de la Commission européenne. Il faut le rappeler. La défense est une prérogative des États membres. Alors évidemment, il y a ensuite des opérations qui doivent être contrôlées, qui doivent être coordonnées. Et là, ça se fait plutôt sous le modèle du Conseil européen, c'est-à-dire donc piloté, parrainé par le ou la haute représentante, donc qui, comme vous savez, a cette double casquette, à la fois du Conseil et à la fois de la Commission. Je dis ça parce que je n'étais pas du tout le commissaire à la défense.
Et je pense même que c'est un contresens que de penser que la Commission doit avoir un commissaire à la défense. Ça braque les États membres, ça donne le sentiment de vouloir leur prendre des prérogatives auxquelles ils sont très attachés et qu'ils ne sont pas prêts de lâcher. Et quelque part, ça complique mal le travail, que le travail de coordination qu'on peut faire. Parce qu'évidemment, pour faire un bon travail de coordination, il faut bien s'entendre. Il ne faut surtout pas donner le sentiment qu'on va prendre des prérogatives qui sont les vôtres et que vous devez défendre, notamment par rapport à vos propres montants, et notamment les montants nationaux. Ça crée sans ça des discussions, y compris politiques, dont on voit aujourd'hui cette peuvent donner. Donc, il faut faire très attention à ça. C'est très sensible, c'est très subtil. Et au fond, alors de la défense, et puis on parlera ensuite de la suite, parce que c'est un peu notre origine commune, cher Florence. Et au fond, moi j'ai veillé à ce qu'à chaque fois, on essaye d'apporter quelque chose, précisément, d'abord au ministre de la Défense de chacun des États membres, et qu'on trouve ensemble où il y avait quelque part un bénéfice commun, bien à travailler ensemble, à être ensemble, à se coordonner, à mutualiser nos efforts. Et pour ça, on a commencé à bâtir quelques instruments. Le premier, c'était le Fonds européen de défense. Et le Fonds européen de défense, je trouve que ça c'est encore là. Je suis un tout petit peu à l'origine du Fonds européen de défense. C'était en 2016. Je n'aimais pas du tout anticiper à l'époque que je serais un jour commissaire. Et en réfléchissant, je me suis dit, je vais voir ça, je vais piquer l'idée pour relier un peu à Jean-Claude Juncker, que je connaissais bien du temps où il était ministre des Finances. Et Jean-Claude avait trouvé l'idée intéressante. Il avait commencé à s'en emparer et s'il trouvait qu'il était en place. Il était ensuite celui qui a été chargé de le mettre en place. Et avec un principe qu'on va ensuite définir, qui est que pour coopérer ensemble, il faut faire évidemment avec un assentiment et une gouvernance très claire de l'ensemble des États membres, mais au fond, on travaille ensemble sur des projets, des drones, des chars, des missiles, des infrastructures qui vont nous permettre à protéger l'espace cyber, enfin, etc., etc. Et pour pouvoir bénéficier d'un financement, un peu comme la DARPA peut le faire, par exemple, en amont, au niveau de la recherche et du développement, eh bien, vous venez à 4 États membres, vous avez des projets, vous allez avoir un nombre important de grandes entreprises, mais aussi 30% minimum de PLE. Vous venez ensemble, et parce que vous venez ensemble, que le projet est donc transnational, vous bénéficiez d'abord des synergies que vous pouvez créer, on crée de la coopération, on crée de l'interopérabilité, on crée un projet commun, et on fait partie, on finance 15%. C'est pas génial, mais ça marche. Et après ça, on laisse les États membres et les entreprises développer. Et je vous donne ce petit truc, parce que c'est exactement ce qu'il va falloir, me semble-t-il, décliner pour pouvoir aller d'avant par rapport à la situation dans laquelle nous nous trouvons maintenant, et sur laquelle je vais peut-être m'arrêter à l'instant. Mais quand on a ça en tête, on voit que finalement, vous l'avez rappelé, savoir en permanence rester à sa place, faire en sorte qu'on travaille effectivement avec ceux qui ont vraiment la charge et la responsabilité, ne pas donner le sentiment d'outrepasser. Et vous l'avez rappelé tout à l'heure, le haut représentant, c'était donc Josep Borrell, c'est maintenant l'ancienne première ministre estonienne Kaja Kallas, et avec Josep Borrell, on travaillait vraiment la main dans la main. Lui, il était vraiment lui, le commissaire, le vice-président, donc co-représentant, mais c'était vraiment l'aspect opérationnel, on va dire, de la défense, et il coordonnait les conseils de défense, et moi j'étais le commissaire aux industries de défense. J'ai apporté un soutien pour développer, accélérer, accroître, donc l'appareil de production de défense. Surtout ne pas sortir de ça. Et c'est pour ça qu'on a réussi à travailler ensemble, et finalement affronter, je dirais, les situations plus là. Alors, derrière tout ça, moi j'ai découvert finalement, et j'ai eu effectivement un moment un peu de découverte à Bruxelles, évidemment. Alors, j'avais passé beaucoup de temps aux États-Unis, et notamment à Washington, et beaucoup de temps, parce que la moitié de ma vie. Et pour moi, quand je suis arrivé, Florence, à Bruxelles, j'ai vraiment eu l'impression de me retrouver à Washington. C'est un... Il y a à peu près autant de journalistes. 1400. Autant de lobbyistes. 1500, plus de lobbyistes que les terrestres.
Et puis, les deux institutions, les deux co-législateurs, nos deux chambres quelque part, le Parlement européen et le Conseil. Et c'est un peu, alors c'est évident, je vais faire un raccourci, mais c'est un peu ce que je vivais quand mes collègues et amis, par exemple, Hank Paulson, donc il était ministre des Finances américaines, qui était dans sa bâton de Dallosa, qui disait « Je passe mon temps à faire la navette entre l'un et l'autre, mon travail c'est vraiment pénible, et je vais à la chambre bien pas longtemps, et je vais rester là. » Ça a été mon travail pendant 5 ans. J'ai passé mon temps à faire la navette entre les uns, entre les autres, et c'est pas si important d'avoir des relais dans l'une des chambres. Et c'est ça le travail finalement d'un commissaire. Je vous le dis parce que c'est là où on vit vraiment le fait que on est une grande démocratie et qu'on a vraiment, on est une démocratie bicamérale qui fonctionne vraiment de cette façon continentale et c'est assez magique. Mais chacun doit rester à sa place. Chacun doit rester à sa place. Deuxième élément, et ça va peut-être faire écho à toutes les discussions que vous avez eues aujourd'hui. J'ai découvert l'importance de la parole. Au fond, quand on est dans cette situation, bien, il faut pouvoir entraîner. Et entraîner, évidemment, des parties prenantes, je dirais en anglais des stakeholders, qui par définition ont des intérêts divergents. Et tout votre problème à vous, c'est de les rendre convergents. Et ils sont légitimes, puisqu'ils représentent des institutions, mais les lobbies sont légitimes aussi, chacun a sa part de légitimité. À part à charger pour vous, qu'être finalement celui qui va notamment rédiger les textes, puisque c'est le travail de la commission, entre autres. Et si jamais elle reçoit l'allégation ensuite d'instruire, effectivement, ce qui a été voté, notamment les fonctions, disons, régaliennes de la commission, le commerce, la concurrence et désormais la régulation du réseau. Mais donc, pour faire, il faut écouter les uns les autres et il faut parler. Et je me suis rendu compte qu'au fond, il fallait absolument que la commission parle haut et fort pour pouvoir, ayant pas à tort et à travers, les faits, mais pour pouvoir précisément, après avoir bien sondé, je dirais, où se trouvent vos co-législateurs, vous n'aurez jamais la majorité à l'un ou l'autre, pour pouvoir mettre le bouchon assez loin et ensuite faire en sorte que vos co-législateurs marchent derrière, courent derrière. Tiens, vous pouvez leur faire un petit peu ce que s'est passé avec Jean-René. Mais je l'ai découvert après. Il faut parler. Il faut parler haut, il faut parler fort, il faut donc avoir une vision, il faut l'articuler. Il faut ensuite pas avoir peur de l'exprimer. Et ensuite, il faut courir derrière. Je vous donne un exemple, qui est peut-être pas très connu, qui m'a été rappelé hier par mon ami Paolo Gentiloni, qui était mon collègue, le commissaire italien, qui était le commissaire à l'économie, comme vous savez, ancien premier ministre italien. Avec Joseph Borrell, avec Paolo, ça faisait partie de notre petit groupe. On s'entendait admirablement bien. Et on s'est rappelé, on a joué hier, se retrouvait quand on a fait une intervention tous les deux à l'inspection des finances, hier, à Bercy. Et on s'était, on a déjeuné ensemble, et on s'est dit, et c'est pas vous qui me dit, mais tu vois, il y a 4 ans, tu te souviens, Thierry 4 ans quasiment jour pour jour. On avait fait ce qu'on appelle un OPEP tous les deux. On était vraiment dans le début de la crise du Covid. Et le monde est sidéré. L'Europe se ferme. Les entreprises s'arrêtent. Les personnes, nos concitoyens, restent désormais cloîtrés chez eux. L'économie est à l'arrêt. Et on se rend compte qu'il va falloir vraiment réagir très vite. On s'appelle Paolo et moi, quand on dit c'est pas possible, je vous passe quelque chose, on dit il n'y a pas de solution. Il faut qu'on fasse un très très grand emprunt au niveau de la commission. Bon, si jamais je vous dis, on avait demandé la permission à je ne sais qui de faire un appel, je vous donne tout de suite la réponse. Donc, fidèle à votre démarche, je veux dire Florence, on s'est dit tous les deux, eh bien nous allons faire cette open, on allons faire notre open tous les deux. Donc il fallait vraiment avoir un très grand emprunt de 7, 800, 900 milliards levé par la Commission pour maintenir un level playing field au niveau communautaire et faire en sorte qu'on puisse éviter que ceux qui ont la plus grande flexibilité financière, pour différentes raisons, y compris parce qu'ils ne vont pas investir en défense, je les regarde, donc vont pouvoir à ce moment-là
à bénéficier davantage de l'autre pas. Et donc, on manière le marché intérieur, faisait-on pas. On fait la tempête, on voit de la vie personne, on parle haut et fort. Je vous laisse imaginer les petites turbulences qu'il y a eu derrière, à tous les niveaux. Et puis, progressivement, ça a fait son petit bonhomme de chemin. Évidemment, et on s'en est réjoui, un certain nombre d'États membres parmi les plus puissants s'en sont emparés. Je pense évidemment à la France avec Emmanuel Macron et à l'Allemagne, c'était encore Angela Merkel, qui se sont réunis. Alors, je ne dis pas qu'on est à l'origine, mais je dis qu'on a parlé. On a parlé haut et fort. Et on a osé le dire. Et on a osé montrer que derrière, il y avait quelque part des réactions qui disaient « mais oui, c'est ce qu'il faut faire ». Et derrière, on a eu le Next Generation EU et tout ce qui s'en est suffi. Mais je pourrais prendre un autre exemple. Florence, vous avez pris l'exemple des vaccins. Oui, hérité de la drame dans laquelle on était. On avait passé des contrats, et la commission s'imagine, en bon gestionnaire de la commission, que quand on passe des contrats, ça suit. Donc son travail, c'est de passer des contrats. Elle le fait très bien, l'astre. Bref, c'est que l'industrie aérienne, elle savait absolument fabriquer des vaccins à ARN messager. Encore moins des vaccins à adénovirus. Et donc, mais les contrats avaient été passés. Et donc, on s'est dit, là, il faut vraiment, il faut. Pris dans deux problèmes en main, et j'ai fait le tour d'Europe, 8 et jours, usine par usine, avec mon équipe, on a monté les supply chains, etc. Et donc, on était là. Je me souviens, un jour, j'étais allé, il faut vraiment redonner un coup de pouce. Et là, il y avait la guerre, à ce moment-là, entre les différents pays. On avait Boris Johnson, qui trop fier de ce qui s'était passé en Grande-Bretagne, voulait démontrer que parce que précisément la Grande-Bretagne était redevenue plus libre, elle allait enfin pouvoir avoir les vaccins avant les autres. Et donc il avait dit, début juin, on aura l'immunité en Grande-Bretagne. Biden dit le 4 juillet, je ne sais pas pourquoi il avait choisi le 4 juillet, l'immunité sera là. Et nous on était là. Et on ramait dans nos contrats le verre rouge. Alors que, oui, il y avait rouge, c'est vrai. Ensuite, la chose, c'est pas grave. C'est le Poutine, monsieur. Que Poutine n'arrêtait pas de parler, il n'arrêtait pas d'appeler. Alors, je ne sais pas qui, mais je sais, le chef d'État. Mais qu'est-ce qu'il y a, le commissaire Breton? Mais arrêtez-le. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il fait toutes les usines. J'ai des très bons vaccins, ils s'appellent Spoutnik. Mais prenez-moi des Spoutnik. Et il appelait les chefs d'État et gouvernement. Je ne le dirai pas, mais j'ai beaucoup appris sur les relations des uns et des autres. Soyez un peu étonnés. Oui, maintenant, parce que là, c'est des sujets qui sont de tout autant nature aujourd'hui, compte tenu des événements. Voilà. Et donc, force de la parole, on mesure les choses, et je me dis, on est au mois de mars, je me dis, si vraiment on met, vraiment, on avait préparé les choses, on a le coup de rein de point de vue industriel, si on fait ce qu'il faut, le 14 juillet, je ne sais pas pourquoi je vais pas signer, on peut, alors du reste, pour la petite force, je suis personnellement, on ne va pas dire le 14 juillet, parce qu'il faut surtout éviter de jouer les Français dans ça. Donc vous avez dit 15. J'ai d'abord dit 14, puis je me suis dit non, on va pas ça dans Biden. Nous, c'est plus compliqué, on est 27. Donc j'ai dit le 15. Et le 15, et je me dis bon, on va dire que le 15, puisque les autres sont là en train d'y être dans la intimité collective, nous, on va l'avoir aussi. Je m'invite à un téléphone à 20h, je ne voyais personne. J'ai dit voilà, plus la bourse du mois de mars, le 15 juillet, on aura l'unité collective. Affolement général, mais général. Et les patrons de Pfizer, d'AstraZeneca, de Moderna, de BioNTech m'appellent tout de suite. Comment on fait? Eh ben, on se met ensemble. Et le 1er juillet, on a l'immunité collective. Je vous cite ces petits exemples pour vous montrer, vous voulez illustrer ce dont vous parlez. Bruxelles, c'est ça. Il faut pas dire n'importe quoi. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Il faut prendre des risques aussi. Je me souviens de Vincent Augusta, qui était premier ministre espagnol à l'époque. Portugais, pardon, pas UB à l'époque, pardon. C'est moi. Il est socialiste. Comme Vélo. Donc, j'allais les voir. Et Antonio Costa, on se voit, il était vraiment dans cette crise. Et je lui dis, voilà, du Premier ministre,
voilà, le plan, on va y aller, donc allez-y. Il y avait aussi quelques visées aussi au Portugal, on mettait tout ça en réseau, etc. Et donc, il faut y aller, il faut dire à la population qu'on va y aller, il faut que, on va pouvoir se faire vacciner, on va s'en sortir, etc. On redonne le choix. Et il me dit, mais monsieur le commissaire, c'est bien, mais qu'est-ce qui se passe si vous n'y arrivez pas? Je lui dis vraiment du fond du cœur, c'était pour moi la vérité. Évidemment, je donne ma démission. Une ville, c'est une évidence. Le 1er juillet, je lui dis, monsieur le Premier ministre, eh bien, vous n'allez pas me débarrasser de moi. Peut-être pas. Sauf que le 16 septembre, je l'ai appelé, je lui dis, cette fois-ci, c'est bon, mais c'est dans notre tout. C'est vrai. C'est cette idée d'aller là. Et donc, c'est pour vous dire que, oui, il faut prendre des risques. La vision, bien sûr. Pas n'importe comment. On a des très très bons collaborateurs. On est évidemment, parce que les institutions sont bien faites, on a évidemment, en s'appuyant sur le Conseil, en s'appuyant sur le Parlement, on a évidemment des personnalités, pas toutes, mais beaucoup d'entre elles, qui sont très européennes, très impliquées, très compétentes. Donc voilà, on peut articuler des visions, il faut vraiment l'exprimer ensuite, et c'est le travail de la Commission. Une Europe dans laquelle les institutions n'articulent pas des visions, tout une vision, c'est une Europe qui est à l'arrêt et qui ne marche pas. C'est une nécessité pour faire avancer l'Europe. C'est pas dans ces lieux que je vais peut-être trouver un autre dire, mais je peux vous dire que moi, je l'ai découvert, comme on dit dans mon jargon, pas top-down, mais bottom-up, de la base, et j'ai compris que c'était ça qu'il fallait faire. Ensuite, évidemment, se mettre en mouvement. Et oui, ça veut dire avoir du leadership. J'avais besoin d'avoir du leadership, tout en respectant évidemment les institutions, mais c'était absolument indispensable. Encore plus aujourd'hui, et c'est évidemment ce dont on va parler, avec tout ce qui se passe. Et puis saisir des moments. On parlait tout à l'heure des Covid, évidemment la défense. Parce que, évidemment, la guerre d'agression, dont je rappelle quand même que ça prend quelques heures, avant d'aller vous parler, France, elle a quand même surpris, quelque part. Bien sûr qu'on voyait les troupes arriver, se lasser, pour faire des exercices, nous disait-on. En Biélorussie, en Russie, on veut faire des exercices à 150 000 hommes, avec des troupes et des sacs de body bag. C'était quand même... Mais en tout cas, ça a été évidemment un deuxième, ou un énième coup de tonnerre. Et Florence a très bien rappelé, on a essayé de faire avec ce qu'on avait. Et là, c'est vrai qu'on a commencé à avoir un peu un changement d'attitude. D'abord parce qu'il fallait absolument aider l'Ukraine. Alors viser les stocks, bon, ça c'était pas fait compliqué, mais enfin, il fallait le faire tout en gardant évidemment la capacité de se défendre. Donc il y a aussi des obligations qui sont des obligations pour les 23 États membres qui sont membres de l'OTAN. On a des règles strictes à respecter, bien entendu. Donc voilà, il fallait faire ça. Et puis d'un seul coup, nécessité, comme pour les vaccins, comparaison évidemment, mais enfin, quoique, il faut très vite monter la base de position en sol. Et je vous ai dit, s'il fait un petit exemple encore, à partager, puisque vous avez eu une journée très académique, je vous fais partager quelques expériences pour peut-être mettre en parallèle tout ce que vous avez pu échanger avec, finalement, on peut passer sur le terrain et peut-être voir qu'à la fin on converge sur notre vision des choses et nos objectifs. Se pose le problème, vous en souvenez, des obus. Et notamment des obus 155, les gros obus d'artillerie. Dans 155, beaucoup de 152 aussi, parce qu'on avait vidé aussi beaucoup les stocks qui dataient de l'Union soviétique, c'était les 152, parce que beaucoup de matériel, tous les États membres, par parenthèse, en ont profité, en particulier tous ceux des pays de l'Est, d'Europe de l'Est, pour liquider leur ancien matériel. Il y avait beaucoup qui dataient donc de l'ère soviétique. Donc, beaucoup. Là, par parenthèse, je suis fait dans la réflexion suivante. Pas longtemps, en France, on a donné vraiment beaucoup de matériel, finalement, à l'Ukraine.
pas loin de ce que les Américains ont fait, par parenthèse. Je le dis parce qu'on dit n'importe quoi. Quand on écoute le président Trump, on a l'impression que... je rappelle quand même que l'Europe est le premier donateur, les États-Unis le second. Même plus, de différence. Donc voilà, ça c'est la réalité. Mais ce sujet de la réflexion, je vois un billet de parenthèse, qui n'est pas inintéressant à causer. On nous dit toujours ce titre, cette Europe, vraiment, c'est une catastrophe. Il y a 17 chars, il y a 35 canons d'artillerie différents, et il y a 9 avions, etc. C'est impossible, etc. Bah si, les Ukrainiens, ils ont réussi à marcher. Donc, là aussi, quand on veut, avec un peu de leadership, on sait aussi créer la synergie, et finalement, sur le théâtre d'opération, hélas, que nous avons à nos portes, on a finalement démontré, tant qu'à nécessité, tout ce que nous avons issu de notre passé disparate, et que évidemment il faut maintenant harmoniser ces objectifs des 20 prochaines années, évidemment, qui sont devant nous, eh bien, c'est quelque chose qui est finalement faisable. Donc là encore, il ne faut pas trop se minimiser. Et donc, je revenons à nos obus d'artillerie, les fameux 155. Donc, il faut... Volodymyr Zelensky nous dit au Conseil, précisément, il nous faut 1 million de vies. Alors bon, comme ça, on essaie de m'abandonner 1 million de buts. Alors moi, je commence à faire le tour de nos usines, là, et je vois que notre capacité, à l'époque, elle était de 300 000 par an. On avait gardé une capacité, c'était très 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 dispersé, on avait beaucoup de lieux, notamment beaucoup hérité de la période soviétique, puis en Bulgarie, en Roumanie, en Slovaquie, en Tchéquie, en Pologne, et puis d'autres aussi, plus comme la Finlande, comme la Suède, comme la France bien entendu, comme l'Espagne, comme l'Italie, comme la Grèce. Il y avait vraiment des tracés disparates. Et là, voilà, c'est un mouvement. On fait voter quelque chose qui est tout à fait incroyable, c'est-à-dire une enveloppe financière, un peu comme la facilité de paix à laquelle faisait référence tout à l'heure Blanc Paris, un peu comme Next Generation EU, peut-être dont j'ai parlé, ou comme ce qu'on a fait pour le fonds de défense. J'ai dit, il me faut une enveloppe pour pouvoir inciter, là encore, comme on l'a fait pour le fonds européen de défense, mais cette fois-ci dans le outil industriel, inciter les industriels et les États membres à travailler ensemble. Alors, les usines d'armement, c'est the best kept secret. Ça, vraiment, les DGA, ça, vraiment, on ne montre pas, surtout pas sa copie, et il y avait 27 copies différentes. Alors, je suis allé présenter au Parlement, devant le Conseil, le programme qu'on a appelé, voilà, ASAP. Alors, je ne sais plus l'acronyme que mes collaborateurs ont trouvé, je ne m'en souviens plus. Je sais que c'était ASAP. ASAP, c'était moi, et eux, ils ont trouvé un acronyme. Armement, c'est peu de choix, enfin bon, ammunitions, non, je ne sais plus quoi. En tout cas, ça avait une cohérence. Et on a obtenu une enveloppe, c'était pas énorme, et ça suffisait pour ce qu'on voulait faire. Voté, présenté au Parlement européen, donc de 300 millions, pour pouvoir financer, là encore, à partir du moment où les États se mettaient ensemble, car un peu comme pour le Fonds européen de défense, financer ensemble l'augmentation des productions de leurs usines de munitions, les chaînes de valeur, la poudre, le TNT, les fusibles, etc. Et dans ce cas-là, on payait en amont 15%. Et figurez-vous, mesdames et messieurs, que je présente ce programme au Parlement européen, je suis à une nuit à Strasbourg, voté à 88% par le Parlement européen. Et je me disais, ouais, j'ai 2 pupitres, tu l'as réussi. Je me disais, si je m'étais dit il y a 3 ans que j'allais présenter au Parlement européen, je connais certaines tendances politiques ne sont pas exactement liées à demander de l'argent pour faire des obus. Parce que faire des vaccins, ça me faisait plaisir dans les usines parce que je savais ce qu'on allait en faire. Visiter des usines d'obus, c'est un peu autre chose. Et bien le Parlement européen a voté à 88% ce bord-là, c'est-à-dire à part quelques extrêmes, pour pouvoir précisément augmenter la capacité de faire des obus. Le Parlement et le Conseil étaient évidemment la même chose, et donc on a eu cette enveloppe, et en moins de 18 mois, on est monté de 300 000 à 2 millions, on n'est maintenant à 2 millions, un peu plus sans doute. Sans doute que la Russie est à l'entour de 2,5 millions, je pense qu'à la fin d'année, on aura rejoint la Russie.
Et donc, ça veut dire qu'on a pu le faire. Je vous donne cet exemple parce que c'est évidemment un exemple que vous montrez. On a donc finalement inventé par la force des choses, parce que le moment était là, parce qu'on a réussi à mettre de la vision, du leadership, être soutenu aussi par trouver le moyen aussi d'être soutenu par les institutions et par les co-législateurs. Et puis on a réussi finalement à faire ce qui semblait être infaisable, y compris dans ce domaine. Chacun reste dans sa place. Le Parlement n'a voté que pour une enveloppe. On a défini ensuite, moi je suis allé voir toutes les usines, des dizaines de fois. Donc avec Florent Parly, avec la DGA, c'est tout le fond, c'était après. Mais on a fait avec la DGA, le DGA, on allait sur le terrain, ils nous ont ouvert les usines, on a commencé à pouvoir voir, travailler ensemble, dire mais là, dans tel pays il y a ça, dans tel pays il y a ça, se mettre en commun, et ça, je vous assure, ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Et donc on a commencé à créer ce maillage, cette synergie, cette connaissance mutuelle. On a découvert des pays qui faisaient des choses incroyables. Je pense en particulier l'un d'entre eux, qui est la Finlande. La Finlande, qui évidemment qui a son histoire, et dont on a découvert qu'ils avaient des capacités extraordinaires, par nécessité. 1340 km de frontière avec la Russie, ça fait... Avantage, j'étais à la radio ce matin, ils ont été très étonnés lorsque j'ai dit que la Finlande, 5 600 000 habitants, c'est la première armée européenne. Et alors ça, ils m'ont dit se marrer. Oui, c'est la première armée européenne. 800 000 réservistes. 800 000 réservistes en Finlande et des vrais réservistes. Service militaire obligatoire, évidemment. Armée mobilisable immédiatement 280 000 hommes, 800 000 réservistes. Je ferme la parenthèse pour vous dire qu'on a quand même, effectivement, sur l'Union européenne, un certain nombre de pays qui sont peut-être plus paix que d'autres. Ce qui peut se passer, en tout cas ce qu'il faut anticiper pour que ça ne se passe pas. Et donc, je tire de ces petits exemples le fait que, d'une façon générale, oui, le leadership est indispensable, la vision est fondamentale. Maintenir en permanence les institutions, surtout ne pas essayer de les changer. Je vais vous le dire même sincèrement, je sais qu'il y a des discussions, je pense que c'est dangereux de changer l'Asie. C'est vrai que c'est compliqué de vendre l'accord à 27. C'est vrai qu'on a toujours un Orban qui va nous embêter, peut-être même un Fito qui va nous embêter. C'est vrai, mais je pense qu'on a peut-être plus intérêt à essayer de trouver les moyens d'aller ensemble que d'aller revenir pour essayer de changer les traités dont on sait que le résultat risque d'être fortement aléatoire. Et pour éviter de le faire, il faut du leadership. Et il faut convaincre. Et il faut y aller. Vision, leadership, moment. Vous voyez que on retrouve encore ce fameux triptyque. Mais on peut l'élargir. Et je voudrais dire un mot que Florence n'a pas évoqué, mais on avait travaillé, Florence, toujours sur la défense. On avait travaillé sur un sujet, quand je dis on, c'était vraiment sous l'égide d'abord de Josep Borrell, sur la boussole stratégique. Et la boussole stratégique, c'est un instrument, c'est la première fois que les ministres de la Défense, des 27, se mettent autour de la table et disent maintenant, qu'est-ce qu'il faut pour avoir, je dirais, commencer à avoir une vision commune dans certains domaines de la défense. Je crois à peu près 2 ans de travail, en gros. Oui. 2 ans de travail. Donc, chacun a contribué, piloté par une équipe du haut représentant. 2 équipes d'autres ont apporté évidemment tout soutien en matière de politique industrielle de défense. Et ce travail a donné lieu à un excellent rapport. C'était le premier livre blanc de la défense et qui fait ressortir 4 sujets très importants. Là, je viens de vous parler de bas en haut, de comment on fait pour augmenter la base industrielle de défense, et je viens revenir ensuite par rapport aux autres challenges qui sont devant nous. Mais il y avait un autre sujet qui me semble être beaucoup plus fédérateur. Enfin, je cherche toujours des sujets fédérateurs, évidemment, en tant que combattant de l'Europe, merci. Et ce second sujet fédérateur, c'est de dire, il y a des domaines où finalement, aucun pays, seul, ne peut répondre à la menace. Aucun. Et on a identifié 4 domaines qu'on appelle les espaces contestés. C'est des espaces qui sont évidemment extraterritoriaux, mais dans lesquels il y a déjà des théâtres d'opérations de différentes natures.
et qu'il faut protéger, et qu'aucun pays seul ne peut protéger, voire dans lesquels il faut aussi peut-être se donner des moyens offensifs pour pouvoir pratiquer la dissuasion de certains de ces espaces. Ces 4 espaces, vous les connaissez, c'est d'abord l'espace maritime, la plus grande zone d'utilité au monde, je rappelle. C'est l'espace aérien. Et bien beau se mettre un des dômes pour protéger l'Allemagne, pour protéger la France, pour protéger le Luxembourg. Voilà. Les missiles, ça va vite, surtout les missiles hypersoniques. L'espace cyber, et puis le spatial. Et donc, sur ces 4 espaces qu'on testé, eh bien, les 27, on dit, bon ben là, il faut qu'on travaille ensemble. Et il faut qu'on investisse ensemble. C'est un tout seul. Donc, je vous donne les 2 axes pour avancer ensemble, sans bouleverser les équilibres institutionnels qui font qu'on est ce qu'on est aujourd'hui. On a maintenant les instruments, la vision, le savoir-faire, pour augmenter ce qui est absolument vital, on le voit maintenant, avec les événements qui se passent, la guerre en Ukraine, l'agressivité de Vladimir Poutine, ce qu'il faut bien appeler comme étant un lâchage. Alors peut-être temporaire, on verra. Je dirai ma vision tout à l'heure si vous le souhaitez. Donc les États-Unis d'Amérique. Donc cette nécessité absolue d'augmenter notre capacité de production de l'appareil industriel de défense, et en parallèle, la nécessité absolue de protéger l'espace contesté. IRIS², la constellation, qui est une constellation en orbite basse. Là, il y a 0 budget, je pense à rappeler. On a réussi à trouver le budget. C'est quand même plus de 10 milliards, alors que c'était pas prévu. C'est une constellation qui est multi-orbitale. Orbite basse, VO, GEO. Beaucoup plus performante que Starlink, évidemment. Beaucoup moins polluante, d'un point de vue visuel et d'un point de vue aussi théorique. Plus performante en matière de connectivité sécurisée, y compris sur les théâtres d'opération, de connectivité post-quantique, pour être prêt si jamais vous avez à l'avenir des ordinateurs quantiques ou des accélérateurs quantiques qui pourraient casser les codes de sécurisation des réseaux aujourd'hui RSA, donc qui sont les réseaux classiques, mais aussi surveillance de passage et passe, mais aussi embarquement de technologies quantiques pour faire de la gravimétrie et commencer à pouvoir cartographier les sous-sols. Énormément de choses. Bon, on a travaillé énormément avec Laurence pour bâtir cette architecture. Elle a été acceptée, elle a été adoptée. C'était très compliqué. Maintenant, il faut accélérer. J'espère pouvoir lancer les premiers satellites en 2027 pour avoir un déploiement total en 2030. C'est en tout cas compléter les charges qui mettent dans l'autre. Le budget qui est maintenant sur la table. Et donc, bon, sur la cyber, on a commencé à travailler sur des cyberdomes. Et là, dans des supercalculateurs avec un certain nombre de logiciels qui permettent de détecter les menaces précoces. On en a 6, on veut développer à 18, etc. La protection aérienne. Maintenant que M. Friedrich Merz vient de tenir les propos qu'il a tenus, on espère donc, ma chère Florence, que finalement on va pouvoir tous passer sous MBDA et ne plus avoir des projets concurrents, dont un qui, heureusement, n'a pas encore vu le jour. C'est comme les sous-marins en Australie, le premier. Et donc, qui était, donc, en ce qui concerne la proposition allemande d'agréger quelques États membres pour avoir une protection à base de Patriot et, on va dire, américano-israélienne, on va dire. Voilà, donc ça, c'est le troisième volet. Et le quatrième, c'est le volet maritime. Et le volet maritime, il va falloir vraiment se donner les moyens de le faire. Alors, je voulais vous dire, parce que je l'ai dit, on était dans une de nos réunions à Valence, en Espagne, quand on voit que l'Espagne assurait la présidence tournante du Conseil. Et je lui ai dit, même pour moi, je ne vois pas comment, à un moment ou à un autre, on pourra faire la passe de réfléchir à des porte-avions, une flotte de porte-avions, et pourquoi pas européen du reste, au niveau européen, pour pouvoir, effectivement, parce qu'il y a un porte-avions qui, par définition, peut pas être là. il peut pas être là et ailleurs. Il y a même des besoins de revenir pour se faire remettre à un niveau de façon assez régulière. Donc il faudra bien, et peut-être précisément, là encore, infrastructure commune, infrastructure partagée, ça permet de travailler ensemble.
On sait faire du coopératif, on sait faire de la gouvernance ensemble. Et on sait le faire, c'est le deuxième point que je voulais dire avec vous, dans le cadre de l'OTAN. Et dans le cadre de l'OTAN, s'il y a une chose qu'on sait faire dans le cadre de l'OTAN, c'est précisément l'interarmée. Et c'est évidemment d'avoir un commandement intégré qui nous permet, y compris, il n'y a pas d'armée de l'OTAN, mais on peut déployer des forces de l'OTAN. Et on sait faire. Et on a maintenant 70 ans d'expérience, de travail ensemble. Et je n'étais pas dans la position au début, je ne vous cache pas. Mais à force de l'avoir vécu, d'avoir travaillé, d'avoir discuté, je suis convaincu que par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, et je vais finir là-dessus parce que je vois qu'on m'envoie des SOS au premier rang. Par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, c'est tout à fait absolument majeur. Et s'il nous fallait un trigger, on l'a celui-là, ça y est. On ne peut pas anticiper avec cette rapidité ni cette violence, mais il est là. Et donc il va falloir évidemment s'en saisir, réagir, parce qu'il est existentiel. C'est clair que lorsqu'on discutait, Florence et moi, avec nos collègues, le ministre de la Défense, à la fin des fins, on savait très bien que on essayait de parler rationnel. On était même sincère quand on disait mais il nous faut travailler ensemble, il faut de la souveraineté. Et on ne disait pas ça qu'on poussait notre industrie, parce qu'ils avaient toujours le sentiment quand on parlait de ça, non mais vous poussez l'industrie française, etc. On ne la poussait pas pour une raison très simple, je sais qu'on a envie des mots. À l'époque, elle n'avait pas la capacité de répondre. Maintenant, ça va changer, évidemment, tout ça. Voilà, hein, mais... Donc on n'était pas sucrés, mais on savait très bien qu'à la fin, quand on poussait un peu, pour dire par exemple que si on allait investir, il fallait quand même que ça bénéficie aux Européens, qu'il fallait être désitarisé, comme on dit dans notre jargon, un certain nombre de produits qui venaient aux Atlantiques. Que finalement, on proposait un programme qu'on a appelé EDIP. On dit, aujourd'hui, on achète 63% de nos matériels militaires aux États-Unis. On va être très ambitieux. On va dire que c'est en train de discuter par les collectionneurs. C'est un programme qu'on a porté au Soudet, Florence. On va être très ambitieux. On va dire qu'en 2030, on suit 50%. Là, c'est encore un peu de marge. Voilà, vous voyez. Ouais. Voilà. Et puis, en 2035, 40%. Voilà. Bon, voilà, on est raisonnable, on va dire. D'autant que comme on augmente très sensiblement le volume, pour le volume, ça ne changera rien. Au contraire, ils en auront même encore un peu plus. Voilà. Donc on sait tout ça, et derrière, évidemment, on sait très bien, on réussissait à convaincre un peu, on commençait à les convaincre, nos collègues estoniens, nos collègues lettons, nos collègues lituaniens, quand ils voyaient qu'à la frontière de Biélorusse, il y avait des migrants qui servaient d'armes hybrides pour les pousser, et qu'on voyait tous les jours des attaques russes cyber sur un nombre très important de nos infrastructures critiques. On voyait tous les jours ce qui se passait sur nos câbles sous-marins, que ce soit des câbles de recevoir d'énergie ou d'information. Donc on sait tout ça. On voyait les attaques systématiques sur nos réseaux et nos réseaux sociaux pour affaiblir notre démocratie. On voyait les attaques satellitaires par des satellites espions qui faisaient qu'on avait des problèmes sur certains de nos satellites qu'on ne pouvait pas expliquer, en tout cas publiquement. Tout ça, ça fait partie de notre vécu. Donc on sait ce qui se passe. Et quand j'entends du reste aujourd'hui, je me dis non mais quoi, mais il y a pas, qu'est-ce qui se passe, mais il n'y a pas de problème. Je peux vous dire que voilà, dans tous ces espaces contestés, les problèmes, ils sont là tous les jours. Et donc on voyait bien les Lituaniens, les Baltiques, même les Suédois, les Finlandais, ça dire ah oui, finalement on va commencer. Et puis je ne sais pas ce qui se passait. À un moment, il y avait peut-être un coup de téléphone qui me disait quoi. Non, finalement non. Et oui, quand vous avez 26 pays sur 27, qui à la fin des fins dépendent pour un architecture de sécurité, de la protection ultime, si vous avez le petit coup de fil de là où il faut pour y arriver. On se calme, c'est du F-16 et c'est du F-35. Voilà, on se calme, c'est très bien, mais non, voilà. Combien de fois j'ai vécu? Eh bien, depuis 15 jours, les choses ont changé.
Et celui qui a marqué ce changement, c'est le futur chancelier, Friedrich Merz, lorsqu'il a dit il y a 2 jours avant les élections législatives en Allemagne, 2 jours avant, il est maintenant temps. Alors que Friedrich Merz est sans doute l'un de nos dirigeants qui connaît le mieux les États-Unis. Il les connaît bien, il a travaillé pour une très grande entreprise américaine, il les connaît bien. On se connaît bien, du reste. Moi, j'ai vécu très longtemps aux États-Unis, je m'entends très bien avec Friedrich Merz, on se connaît. Et Friedrich Merz a osé dire, il est sans doute temps de commencer à discuter du sujet ultime avec la France et la Grande-Bretagne. On verra si ça se passe. Mais cette ouverture démontre un changement de paradigme absolument considérable. Je l'ai écrit du reste dans l'interview que j'ai donnée il y a quelques jours dans le Bulletin Journal. Pour moi, si ça va de l'avant, ce sera aussi important pour l'Allemagne, évidemment, mais aussi pour l'Europe, lorsque l'Allemagne a décidé d'abandonner le Deutsche Mark pour passer à l'euro. C'est un changement de paradigme gigantesque. On va bien voir jusqu'où ça va aller. Il faut maintenir, Florence le sait 1000 fois mieux que moi, l'ambiguïté stratégique. Mais on sait tous aussi que dans l'usage de la force nucléaire, qui est là pour protéger les intérêts vitaux de la France et lorsqu'ils sont potentiellement attaqués, il y a évidemment une dimension européenne, et c'est évidemment rappelé dès 1962 par le général de Gaulle, et répété systématiquement ensuite avec leurs mots, parce que l'ambiguïté stratégique fait partie évidemment de la dissuasion, mais par chacun de nos présidents qui se sont succédés jusqu'aux nôtres actuellement. Ce changement de paradigme est un changement majeur. Il a pour cause quoi? Il a pour cause tout simplement un mot qui va caractériser, me semble-t-il, l'époque d'aujourd'hui, la confiance. Ce mot, c'est la confiance. Toute architecture de sécurité sur laquelle le monde a fonctionné, plus ou moins, qui en tout cas nous a permis de garantir la paix par les Balkans, sur le continent européen. Il repose sur ce mot, qui est du reste le mot qui fonde l'organisation de l'OTAN. C'est la confiance. Article 5, mais le 42.7, c'est la même chose. Le 42.7 européen, c'est la même chose. C'est la confiance. Et c'est vrai que depuis quelques semaines, ce mot a volé en éclats, en tout cas pour certains. Moi, je dois vous dire que je reviens d'Asie du Sud-Est. J'étais en Asie du Sud-Est la semaine dernière. Donc, j'ai vraiment vécu les propos de Friedrich Merz, qu'il a relié ensuite, en l'élargissant ensuite à l'ensemble de la défense, ou une défense européenne. Défense européenne, ça ne veut pas dire encore une fois les armées européennes. Je le relis très clairement, mais vous savez tous petit. C'est vraiment rester dans le cadre que j'ai pris un peu le temps de redéfinir avec vous, et je pense qu'il ne faut pas changer du tout. Mais il faut avoir des gens qui ont l'articulation, la flexibilité, la malléabilité, l'intelligence de gouvernance de le faire fonctionner ensemble, et ça fonctionne, si on se donne les moyens. Lorsque vous imaginez ce qui s'est passé, et nous, ça a été vécu avec la réaction immédiate de Friedrich Merz, mais vous imaginez en Corée du Sud. Alors, vous avez effectivement 28 000 GI qui sont stationnés en Corée du Sud, mais je le dis parce que c'est vraiment ce que j'ai ressenti, ce qui m'a été dit. Bon, avec ce qui se passe, la discussion même, je sais pas maintenant, il va sans doute falloir que nous aussi, quand on a les 242 km de frontières, avec de l'autre côté, depuis qu'il a pris ses fonctions, 196 missiles qui ont été tirés, 196. Son père en avait tiré 42. Lui, il est à 196. Alors ceux qui restent vont pas très loin des côtes du Japon. On me dit, mais notre terreur, c'est d'avoir, puisqu'on est dans le monde de l'image, d'avoir une image avec Poutine, Trump et Kim Jong-un. Et si c'est ça, pour nous, c'est un tsunami. Donc le fait de commencer à nous dire qu'il faudra, bien sûr, qu'à côté de la protection dont on bénéficie, par les Smilanek, on n'est pas dans l'OTAN là, par facile de protection, par de confiance. Faut qu'on commence à se poser la question de nous-mêmes de nous donner les moyens, si jamais il y avait une défaillance,
de pouvoir répondre à une puissance nucléaire qui, visiblement, n'a pas l'intention de s'arrêter à quelques kilomètres de Séoul. Voilà, ça c'est quelque chose que jamais j'aurais imaginé dans ma vie. Mais quand vous allez un peu plus loin au Japon, et que le Japon, aussi, relation nucléaire au Japon, évidemment, de fait particulière, c'est pas d'ailleurs, mais particulière. La constitution japonaise, comme vous savez, était bloquée à 1% des défenses, c'était fort dit d'autodéfense. Maintenant, ils sont à 2%, et la population l'a accepté. Et on me dit, cette autorité japonaise, s'il faut passer à prendre, on va passer à prendre. Alors, on n'est pas encore jusque là où sont les Coréens, mais on n'est pas loin. Et je le dis, faire des bombas, c'est quelque chose que certains pays peuvent faire, y compris ceux qui ont de l'énergie nucléaire civile sur leur propre territoire. On marche sur autre chose, et donc finalement, on a un petit peu le sentiment que, en l'espace de quelques semaines, la prolifération peut être quelque chose qui va repartir, alors que je vais avec vous, que moi je suis pratiqué de Donald Trump, de là où j'étais, j'ai pas fié. Je n'avais pas anticipé ça. Parce qu'il y a un mot qui aujourd'hui n'est plus cru, c'est la confiance. Et donc, face à ça, est-ce que c'est le trigger que vous cherchez pour enclencher les 25 prochaines années, après les 75 qui viennent de s'écouler, à l'aune du travail de Jubal et de Benet? En tout cas, je peux vous dire qu'il y a du sens, celui-là. Donc oui, il faut évidemment pas rater ce moment. Moi, j'ai beaucoup réfléchi avec Florence, on se voit, et je pense sincèrement que c'est tellement important. Alors j'ai essayé de vous démontrer qu'on a les savoir-faire. On a les savoir-faire bottom-up, on a les savoir-faire du stratégique avec des espaces contestés. Il nous faut évidemment maintenant des engolfs. Il faut donc, évidemment, on a libéré, c'est très bien, comme on avait fait pour le Covid, on a libéré les causes du pacte de stabilité et de croissance pour monter à un peu plus, à 1,5% supplémentaire. Ben, il va falloir que les États membres le fassent. Hein. Cet argent ne va pas tomber du ciel. Hein. Cet argent, il va tomber des marchés. Il n'y a pas un pays qui a les capacités de le faire. Ils vont tous donc emprunter. Il n'y en a pas un qui a le premier euro disponible. Pas un. Donc, il va emprunter. On va voir comment. Hein, mais c'est clair. Parce que quand on dit qu'on va faire 800 milliards, ce ne sont pas là les 800 milliards. Ça veut dire qu'on va emprunter 800 milliards. Soit État membre par État membre, soit si vous n'avez pas la capacité, avec les facilités qu'on appelle CEF, qui ont été appelées CEF par la Commission, c'est l'équivalent du CHOUR quand on avait fait pour les emplois, donc où la Commission va pouvoir aider les États membres qui veulent avoir bénéficié de conditions particulières pour emprunter jusqu'à 150 milliards d'euros. Mais là, c'est plutôt pour des espaces entestés et pour les sapatures, les 4 que je vous ai rappelé tout à l'heure. Donc on a maintenant les 10, il va falloir, et moi je pousse beaucoup pour ça, pour faire comme on avait fait, c'est-à-dire avec Paolo quand on a initié la troisième volée, qui est celui qu'il nous faut, me semble-t-il, non pas pour aider les États, bien sûr que ça les aide, et c'est parce que c'est l'instrument qui nous permet de faire de la cohésion. Sans ça, il n'y aura pas de cohésion. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas rater ce moment. Et ce moment, c'est d'être ensemble, c'est 15%. Et ça marche. Donc c'est pour ça que je me bats de là où je suis. Je suis plus rien, je suis un simple citoyen. Mais je me bats pour essayer de faire que cette idée-là, qui est simple, on n'est pas là pour cacher, on n'est pas là pour dire, il faut absolument avoir un volet. Non pas pour dire où on va investir, mais pour forcer, accompagner, inciter les États membres à travailler ensemble. C'est le seul rôle, me semble-t-il, que doit avoir la Commission, mais il est puissant, parce qu'encore une fois, il permet de créer ces synergies qui, elles, d'un point de vue programmatique, sont dans la main, évidemment, des États membres. Donc on voit à peu près ce qu'il y a à faire, on voit où on est dans un moment, évidemment, absolument singulier. Tout ça, et toutes ces réflexions, il faut les faire, me semble-t-il, et je voudrais conclure là-dessus, et je vais vous le dire vraiment comme je pense. On n'est naïf de rien. Je crois qu'on vous le démontre, Florence et moi, dans les propos qu'on vient de tenir ce soir devant vous. Il faut le faire avec les Américains. On doit le faire en transition. Parce que, qu'on le veuille ou non, ce qu'on vient de décrire, il faut faire la transition. Je suis de ceux qui pensent que ça peut être beaucoup plus rapide qu'on le dit. Parce que je l'ai vu, quand on vit l'énergie, quand on vit le dynamisme. Je connais tous les industriels de la défense comme Florence. Je connais bien les usines.
je connais assez bien les supply chains, je sais qu'on peut le faire. On peut le faire beaucoup plus vite, parce que les entreprises se sont quand même déjà mis dans le mouvement. Elles ont commencé à se rapprocher avec les Polonais, à se rapprocher avec les Bulgares, à se rapprocher avec les Ukrainiens, à se rapprocher avec les Allemands, les Espagnols, les Italiens. Elles ont commencé beaucoup plus qu'on ne le pense. Il faut les inciter à aller de l'avant. Je pense que si on a cette initiative et ce leadership, on peut aller plus vite. Mais derrière, il y a aussi la protection ultime, avec une puissance dotée qui est celle de Vladimir Poutine avec ses 6000 têtes. Nous, on en a 290. Les anciens. Je me demande quand vous pouvez dire ça, parce que c'est secret. Non, c'est public. Non. Le chiffre n'est pas public. Qui est public, c'est un ordre de grandeur. Non, mais je voudrais quand même pas laisser dire des choses. J'ai lu qu'on avait à peu près cet ordre de grandeur. Ah, c'est un ordre de grandeur. Mais enfin bon, pour un ordre de grandeur, c'est bien précis quand même. Alors j'ai lu aussi que les Anglais en avaient à peu près 220. J'ai lu là encore. J'ai lu, pas là. Et que le traité de Lancaster House est assez important pour la coopération que nous avons avec l'Alliance. Donc en fait, voilà, on a un certain nombre effectivement d'atouts, mais vous voyez bien que les sujets qu'on a devant nous sont absolument gigantesques, nécessitent un leadership énorme, une capacité de se mettre ensemble, et qu'il faut évidemment derrière accompagner cette transition. C'est donc d'une transition dont il s'agit. Et donc pour conclure pour la transition, je voudrais conclure par le premier entretien que j'ai pu avoir, je connaissais avant, mais en tant que commissaire avec la présidente de Monaré à l'époque, on est donc début 2020, avec Donald Trump, donc, dans le cadre de son mandat 1. Nous sommes à Davos, on est 4, 6, on est 6, le secrétaire, un de mes collègues commissaires et moi-même, et le président Donald Trump avec de ses ministres. On discute et Donald Trump commence à dire, il commence à dire, en Arlésienne, je vais raconter, donc c'est « You owe me $400 billion ». En Arlésienne, je commence à dire « Yes, because you're German, so you didn't pay what you had to pay for the tour ». Et moi, je suis président de la commission, que « Oh, you're German, you didn't pay », ça devrait bon. Et après, il lui dit « Bon, il faut compenser ». Et il n'était pas du tout content qu'à l'époque, c'est Nord Stream 1 puis Nord Stream 2, il a arrêté avec ce Nord Stream 1, avec son Nord Stream 2. Il lui dit, vous savez, il y a very good gas. Very good gas. C'était un peu absurde, comme on a l'impression qu'il a ouvert sa chemise. Very good gas. Very good gas. Very good gas. Bon. Et il dit ensuite, ce qu'il faut, c'est l'équilibrer. Vous ne payez pas assez. Sûr. L'interaction, c'est après, on a bon. Et je suis toujours souvenu de cet entretien. Et je pense qu'au fond, ce que souhaite aujourd'hui, à juste titre, me semble-t-il, le président des États-Unis, c'est tout simplement, d'abord, qu'on paye les 2%, et là, à l'époque, on était plutôt à 1 ou 1,30, c'était donc en 2020, on a remonté un peu, mais surtout, qu'on monte à peu près à parité. Et donc, si jamais nous disons, avec notamment maintenant les facilités qu'on va octroyer aux États membres, d'investir davantage dans leur appareil de défense. Sous réserve, je dis que nous ayons bien un programme transverse pour coordonner, évidemment, le marché et l'industrie. Et si on prend les chiffres, et que chacun a fait, on verra bien sous quelles conditions, si on peut aider et qui va nous permettre d'accélérer tout ça, il n'est pas du tout hors de portée de dire que avant la fin de son mandat, on aura équilibré et qu'on aura au sein de l'OTAN, un pilier américain qui pèsera autant qu'un pilier européen. On est aujourd'hui à 70-30 à peu près en France. Donc c'est pas inatteignable. Mais c'est un plus énorme par rapport à nos objectifs. Et je pense qu'il y a la matière à retrouver la discussion. Et je le dis, on a bien vu avec ce qui s'est passé dans les discussions. Et on continue de reste à créer cette méfiance dont je parlais tout à l'heure. Lorsque pendant 2 ou 3 jours, on a arrêté la livraison des armes qui étaient prévues pour l'Ukraine et surtout les échanges d'informations, on va dire, qui sont très, très importantes, et même des menaces sur Starlink, c'est quand même quelque chose. Donc on voit qu'à ce moment-là, on peut avoir, et de façon transparente, avec les Américains qui sont nos alliés au sein de l'OTAN, bien ce deuxième pilier
y compris peut-être qui peut donner une deuxième garantie de sécurité, comme puis la plus utile, on verra bien, je ne sais pas, il faut voir si c'est quelque chose qui peut être construit, mais ça m'intéresse là-bas, l'avis de Florence là-dessus. En tout cas, mon point, c'est que, évidemment, vous avez bien compris que cette coalition The Wings des volontaires, elle va se faire, évidemment, dans une Europe élargie, en dehors du cadre stricto sensu des 27, avec sans doute d'autres partenaires, en particulier évidemment les Britanniques vainqueurs. On a vu ce qui s'est passé à l'Élysée, c'était hier, avant-hier, ce qui était tout à fait symbolique pour commencer à discuter de l'architecture de sécurité à mettre en place. Enfin, tout le monde y aurait un cessez-le-feu, et c'est tout à fait symbolique que cet effet soit fait à l'initiative du président de la République, mais aussi du Premier ministre Kramer. C'était co-présidé par les deux chefs d'état-major. La prochaine se passera à Londres. Voilà, donc on voit que les choses sont en train de bouger de façon extraordinaire. Je pense qu'il faut vraiment essayer de garder le maximum de ce qu'on peut faire, en tout cas dans cette période de transition, dans un cadre institutionnel que nous connaissons, que nous maîtrisons. Je parle bien entendu du OTAN, mais avec évidemment, en ce qui nous concerne, nous, tout ce qu'on a appris au fond, et que j'essaie de vous décrire ce soir, et qui nous permet, sans doute, et bien peut-être, d'envisager l'avenir avec optimisme, parce qu'on aura su utiliser un moment singulier, on aura articulé une vision, j'ai essayé de l'adresser devant vous, reste le leadership. Je vous remercie.